2 novembre 2017. Et ces mots, c'est quoi cette question, cette interrogation, c'est quoi un homme? C'est quoi un homme? Ça peut être aussi c'est quoi une femme, mais c'est plus de l'ordre du générique, l'homme pour dire l'humain, etc. Et l'humain, c'est vrai que nous partageons tous cette appartenance à une espèce, pour certains dites Homo sapiens sapiens, mais peu importe, nous savons que nous avons énormément de choses en commun. Et c'est quoi un homme? À un moment donné, la question ne se posait pas. L'homme en tant que déterminé de façon individuelle, la question ne se posait pas. Un homme, oui, c'est quoi un homme? C'est quoi un être humain? Un homme n'était pas détaché d'un groupe d'appartenance. Parce que par nécessité, parce que par désir de solidarité, parce que par proximité, il y avait une euh, certaine prolongation de l'être. Il y avait des prolongements de l'être dans un certain nombre d'individus et l'être se déterminait à partir donc de cette appartenance, à partir de cette affiliation. À partir du moment où l'être commence à revendiquer pour lui un destin individuel, séparé du destin collectif, à partir du moment où certains commençaient à réclamer peut-être des droits pour eux-mêmes et non pas pour les autres. L'être humain, donc, c'est cette partir sur une base minimale. Donc, minimale, l'appartenance au règne du vivant et notre situation dans ce règne du vivant. Nous avons un organisme d'une certaine configuration, d'une certaine corpulence, d'un certain poids. Nous pouvons agir sur notre environnement à notre échelle et nous modifions cet environnement, nous le faisons favorable à notre survie, à notre vie, à notre confort et à notre pérennisation. Nous faisons ce qu'il nous semble juste de faire pour nous préserver, pour nous assurer contre l'imprévisible, contre les catastrophes, contre les dangers, etc. Nous, nous partageons évidemment un certain nombre d'aspects anatomiques, une certaine configuration avec énormément d'êtres vivants. D'êtres vivants qui appartiennent au règne des mammifères, etc., etc. Mais nous sommes limités un peu dans notre rattachement au règne du vivant, nous sommes limités par nos sens. Nous ne sommes pas capables de percevoir, d'aller dans un certain, comment dire, nous ne pouvons pas avoir accès au règne plutôt du micro-vivant, si on peut l'appeler ainsi, au rang du micro-biotique. Et donc, finalement, notre réflexion, notre vision des choses est basée sur cette incapacité ou cette limite. Donc, quand nous pensons à des êtres d'une certaine corpulence avec lesquels nous pouvons interagir. Voilà, l'important c'est la capacité qu'on a d'interagir ou pas avec des êtres vivants. Et évidemment, certains êtres vivants sont plus faciles
d'accès que d'autres. Certains sont tout à fait rétifs à toute tentative d'approche, et d'autres se prêtent évidemment très bien à nos contacts et et nous des relations avec nous. Nous ne pouvons pas détacher notre vision de l'humain de celle de notre place ou de notre positionnement ou dans notre le sentiment qu'on a par rapport au reste du vivant, même quand on est un peu quand on se positionne en tant qu'être un peu supérieur, un peu dominant, quand cela nous est fourni par telle ou telle croyance parce que nous serions différents d'une essence différente. À un moment donné, voilà, nous essayons de nous singulariser du reste du vivant par ces récits et par ces légendes. Cela nous, d'une certaine façon, nous avons besoin de nous sentir différents. C'est la base même de notre culture. C'est en train un peu de changer, mais fondamentalement, c'est notre rapport aux autres êtres vivants est un peu en cours de changement, mais ça reste très très marginal, presque dans l'ordre de l'infra-changement. Et donc ce n'est pas la peine d'attendre de voir une sorte d'égalité juridique, d'une certaine façon, entre tous les êtres vivants, que tous les êtres vivants aient les mêmes droits, le droit de vivre, de se reproduire, d'avoir la possibilité de jouir de leur d'eux-mêmes et de leur nous sommes un peu des briseurs de puissance parce que nous intervenons, nous raccourcissons la vie d'un certain nombre d'êtres vivants parce que nous sommes ainsi faits. Donc l'être vivant, c'est d'une certaine façon, l'être humain, c'est un assassin qui ne s'arrête jamais d'assassiner. C'est un assassin, c'est un mangeur de chair, c'est un dévoreur, c'est quelqu'un qui consomme en permanence des aliments de toutes sortes, qui a besoin de monopoliser un peu tout ce qui existe pour lui-même. Il donne un peu, mais pas tant que cela. Il donne quelquefois malgré lui, mais il a tendance à ne pas savoir, rester un peu laisser de la place pour les autres êtres vivants, uniquement quand ceux-ci lui sont utiles, alors ils sont tolérés, le reste est plutôt marginalisé, voire décimé quand cela arrive, ça arrive, et voilà. Et donc l'être humain, c'est voilà un côté Terminator, un côté voilà donc assassin pour ne pas rester sur une vision idéalisée, une vision un peu anthropocentrée. Nous sommes ce que nous sommes. Nous nourrissons de cadavres, qu'ils soient végétaux, animaux, etc. Nous avons besoin de cela. Nous sommes environnés de mort. Notre corps tient parce qu'il a ingéré de la chair morte, parce qu'il utilise dans son quotidien des éléments en rapport avec des végétaux, et ces végétaux qui ont été mis à mort pour nous, etc. etc. La chose est évidemment dans ces détails, elle est presque impossible à circonscrire, mais il est donc l'être humain, concrètement, il bénéficie il est dans une position de prééminence. Il n'a pas besoin de s'appuyer sur les récits ou sur les justifications extra, je sais quoi. Il exerce cette souveraineté.
Donc voilà, après, ça ne lui suffit pas. Donc finalement, il est en concurrence avec ses propres semblables. Il est en concurrence perpétuelle. Il n'y a pas moyen d'accepter l'autre à côté de soi-même. C'est uniquement parce que par contrainte ou uniquement par commodité, parce que des fois on est plus en sécurité à être ensemble plutôt que dispersés. Nous sommes, nous nous tolérons. Voilà, d'une certaine façon, c'est une espèce qui tolère, qui, dont les membres se tolèrent les uns les autres, mais à distance. Il y a une appartenance commune qui est vécue à distance. Il faut se tenir à distance. Il faut garder ses distances. Il faut rester un peu hors de vue, euh, hors presque. Il faut se cacher. Pour faire les choses, il faut se cacher. Pour chacun est dans. Chacun est à côté de l'autre, mais coupé de l'autre. Mais cela peut dégénérer et peut conduire à des actions beaucoup plus expéditives, genre celui qui me gêne, je le mets à mort, celui qui me dérange, celui qui me perturbe, je mets fin à son existence. Et nous savons, évidemment, nous sommes faits de la même façon, la même constitution. Donc nous savons comment faire souffrir l'autre parce que nous savons ce qui nous fait souffrir. Nous savons comment porter atteinte à l'autre. Nous savons comment le rabaisser. Nous savons comment le traumatiser. Nous savons comment le mettre à bas, le mettre à mort psychiquement et avant de le mettre peut-être à mort physiquement. Nous savons faire du mal à l'autre parce que nous le connaissons. Cette connaissance qui est utilisée, l'autre qui est utilisée dans ce sens-là. Au lieu de concourir pour un destin collectif, cela apparaît comme un vœu pieux. Voilà, il y a des gens de par le monde qui exposent des théories, etc., pan-national, transnational, etc., pan-humaniste ou je ne sais quoi, ou pan... Et finalement, les... mais ils ne sont qu'une minorité ou qu'une ultra-minorité. Le discours un peu universalisant ne prend pas. Personne ne fait grand-chose pour qu'il y ait plus de la convergence, puisque c'est un mot à la mode, de la convergence, plutôt que de l'intérêt de chacun. Et la concurrence est une valeur qui est assez acceptée presque parce que ça serait presque naturel. Tous les vivants se concurrencent, luttent les uns contre les autres, que ce soit des plantes, des microbes, et tout ce qu'on veut. Et la lutte fait partie parce que il y a un problème de ressources. Je ne sais pas exactement si cela est valide est valable pour toute situation. Quelquefois, quelquefois la concurrence détruit plus qu'elle nous permet de progresser. La concurrence peut être génératrice de désordre, de dysfonctionnement, de déstructuration, de mise à mort de structures sociales, économiques, politiques, etc. La concurrence peut avoir pour objet de bénéficier à certains, à une minorité, non pas à tout le monde, et un peu la concurrence comme principe ultime et un peu la justification presque de toutes les violences, de toutes
les compétitions, voilà un peu la compétition parce que nous sommes nés ainsi, parce que nous sommes constitués ainsi. La compétition est quelque chose de presque bénéfique parce que nous sommes un peu maintenus comme ça dans un certain, dans un certain comment dire, certain, nous sommes maintenus dans une certaine vigilance. Nous ne nous laissons pas aller, nous ne devons pas nous laisser aller. La, la compétition nous maintient, nous fait un peu sortir de nous le meilleur. Et ça serait le meilleur parce que nous allons y mettre ce que nous avons de mieux, notre intelligence, notre capacité à trouver des alliés, notre capacité à inventer, notre capacité à nous associer, notre capacité à réfléchir, à élaborer des projets, etc. etc. Euh, voilà, donc la concurrence serait quelque chose de nuisible pour un certain nombre d'individus, mais bénéfique pour le groupe entier. Voilà, telle ou telle avancée, ça a été fait dans un but purement compétitif. Et voilà, le résultat, tout le monde en a bénéficié. Voilà, donc on va vous sortir cet argument et puis vous faites avec. C'est quoi un homme? Évidemment, la question est archi classique. C'est à un moment donné une culture, voilà, une culture, un environnement. C'est là aussi une hyper détermination, un milieu familial, une langue, des traditions, un moment historique, des récits, des programmes scolaires, voilà, des, des maîtres, des élèves, enfin des maîtres, des instituteurs, etc., des professeurs, les rencontres avec un tel ou un tel, et puis comme ça, ce sont là des éléments présentés de façon inorganisée, mais qui intervient pour, pour marquer, pour dessiner les contours d'une personnalité, les contours d'une d'une appartenance, d'une comment dire, non pas une revendication, mais de le fait de se situer d'un tel ou d'un autre bord, d'un bord ou d'un autre. Voilà. Donc je me situe parce que je n'ai, d'une certaine façon, je ne pouvais faire que cela. Je me situe dans ce sens parce que c'est normal, c'est automatique, c'est prévisible, c'est logique. Si je parle cette langue et j'ai plutôt de l'affection et j'ai plutôt de la préférence pour cette langue, c'est parce que je suis né dedans. Donc je préfère cette langue à une autre. Pour moi, elle est plus, elle me parle plus, elle m'exprime plus. Donc les autres langues, d'une certaine façon, ne m'intéressent pas. Je suis le fils de cette culture et c'est cette culture que je mets en avant, quitte à ce que je dévalorise celle des autres, quitte à ce que je sois plutôt dans un désir de conquête et un désir d'expansion. Voilà un côté, un élément, l'expansion d'un certain nombre d'idées, l'expansion d'un modèle économique, l'expansion d'un modèle social. Certains, nous défendons cela. Nous nous positionnons toujours à partir de nos origines et donc nous essayons de faire en sorte que ce que nous préférons soit un peu le dominant, le caractère dominant un peu de la terre entière. S'il est possible euh, de généraliser un modèle et de le rendre, le faire adopter par tout le monde, il n'y a pas de problème. Un modèle
n'importe lequel, à part essence, à part ultime visée de se répandre partout et de devenir universel. C'est quoi un homme? Voilà, à un moment donné, quelqu'un qui prend la parole, ou ou qui écrit, qui s'adresse à un interlocuteur ou un autre, de façon purement rhétorique, de façon purement arbitraire, de façon purement académique, de façon purement fictionnelle, et qui essaie un peu de sortir un peu de lui-même, des contraintes dont il est entouré, pour atteindre un peu l'autre qui peut être juste à côté, mais qui peut être aussi là un peu plus éloigné, qui essaie dans un effort de dépasser un peu les limites des langues, les limites des situations, les milieux, etc., pour essayer de, pour essayer de faire renaître ce sentiment d'une parenté globale. Et c'est un peu cela. Donc un être humain, c'est aussi à un moment donné quelqu'un qui fait des choix, voilà, qui fait des choix et ou qui ne choisit pas. Là aussi, il y a des choix qui ne semblent pas mériter qu'on les nomme ainsi, parce qu'ils sont plutôt le résultat d'un non-choix, le résultat d'un laisser-aller. Il y a des gens de par le monde qui sont dans des situations intenables, non pas parce qu'ils ont choisi de les occuper, mais parce que des conditions supérieures les ont forcés à, euh, à occuper telle ou telle fonction, tel ou tel métier, telle ou telle occupation, et on ne peut que le regretter. Il y a des gens dans des situations génératrices comment dire, de sentiments d'infériorité. Et ça ne devrait pas exister, ça ne devrait pas se perpétuer. Voilà, un être humain, c'est à un moment donné un être qui cède un peu à ses impulsions, qui cède un peu à ses inclinations, qui cède un peu à ses automatismes, qui quelquefois oublie d'envisager les choses de façon complète, qui prend parti trop facilement pour telle ou telle chose, qui s'emballe, qui ne prend pas la distance, qui ne prend pas de recul quand il s'agit de juger ou d'agir, qui pense un peu de façon courte, un peu de façon étroite, et qui s'enorgueillit, qui le revendique, qui revendique des choses contre les autres, qui a tendance plutôt à exclure, qui a tendance plutôt à, à considérer les autres comme vraiment presque comme rien, comme nul, comme non, comme ne faisant pas partie du même monde que lui. Voilà un peu, l'être humain a aussi cette capacité, ce potentiel de se bonifier. Voilà un terme intéressant, se bonifier avec le temps, avec la succession des années. Il peut essayer de devenir un peu plus pondéré, un peu plus porteur d'une vision intégrative ou intégrante. Il doit intégrer un peu les éléments qui ne sont pas toujours évidents, les intégrer pour tenir un propos, pour adopter une réaction, ou pour donner un peu l'exemple. Cette, cette chose de donner l'exemple à ceux qui sont encore dans, dans l'emportement, dans les réactions primaires,
dans l'engouement, un peu dans la folie qui nous marque. Nous sommes aussi des êtres un peu qui manquons de raison, qui manquons, voilà, donc des êtres déraisonnables. C'est quoi un homme? C'est toi quand je suis face à toi et je vois moi et je vois aussi autre chose. Je vois des possibles, mais aussi des impossibles. Je vois énormément de ressemblances, mais aussi de la différence. Je vois un être qui ne fait pas les mêmes choix que moi, qui met ses préférences ailleurs que moi, qui met ses priorités ailleurs que moi, qui choisit de la vie tel ou tel aspect, qui plutôt a tendance à produire un récit qui lui est un peu propre. C'est ça la version, chacun de nous a sa version de la vie, évidemment, la résultante de ce qu'il a traversé. C'est ça. Et nous avons peut-être le même destin en tant qu'espèce, mais nous avons un peu, il y a des nuances, et donc selon les individus, selon un certain nombre de conditions qui varient, donc selon, parce que les conditions sont variables ou variantes, il y a des personnalités différentes, selon, je ne sais pas, on peut être dans un milieu qui soit un peu, qui permettent un peu plus le développement plutôt le développement d'un certain type de personnalité et nous parlons là de personnalité non pathologique, mais ça peut être l'inverse. Mais il est possible que ce milieu favorise plutôt l'éclosion d'un être un peu traumatisé, un peu en souffrance, alors que ailleurs, dans un autre milieu, parce que c'est différent, ça va être quelqu'un beaucoup plus équilibré, beaucoup mieux assis dans la vie, avec une vision des choses beaucoup plus ouverte, beaucoup moins rigide. Donc un peu cette idée de définir ce qu'est un homme, évidemment, ce n'est pas possible de tenir des propos intéressants, on peut être un peu que dans la répétition, la reprise, mais des fois on fait passer des choses en ayant recours à de la fiction, en ayant recours à de l'imagination, et c'est vrai qu'un propos qui est dit de façon directe, il peut, il peut sembler un peu comment dire, non pas arbitraire, mais un peu trop dans le jugement, un peu trop, je ne trouverai pas le terme, c'est-à-dire qui ne tolère pas, qui ne laisse pas de marge à la nuance, disons des choses, nous manquons un peu de cette qualité essentielle, c'est celle de nuancer, celle de, pouvons dire aussi de relativiser, mais je préfère nuancer. La nuance, c'est la chose qui permet de d'approcher le réel, d'approcher les choses avec une grande variabilité des explications, des commentaires, des comportements. Nous pouvons, pour la même situation, pour une situation donnée, nous pouvons essayer, comme celui qui change de place, et selon
selon son emplacement, va voir un côté, va voir le paysage de telle façon. Évidemment, quand nous... voilà un peu le changement d'angle de vision, le changement, le déplacement de perspective, etc. Ça nous permet de voir la même chose, de la voir sous des angles différents, donc sous la voir s'exprimer différemment. Le profil d'une chose et la face d'une chose ne sont pas exactement semblables, et pourtant ils sont les constituants d'une et même figure. Voilà un peu la chose. Il est évident que c'est ce propos-là tenu à cette heure-ci de la journée, de la soirée même, il peut être un peu, j'ai comme l'impression qu'il faut l'expliquer. Donc je le dis rapidement et j'ai du mal à me concentrer, donc je sors un peu quelques mots, quelques phrases comme ça, sans vraiment les habiter. Mais l'essentiel, je pense, a été dit. Donc je le laisse, ce propos, je le laisse vivre sa vie. Après, si l'envie me revient, je le retraiterai. C'est, je pense souvent à ce livre, si c'était un homme qui écrit par Lévi, et évidemment, c'est le récit, j'ai commencé à le lire, ou je l'ai lu, je ne me rappelle plus, en rapport avec tout ce qui s'est passé en Italie, donc, et les camps d'extermination, etc. Et, et l'expérience de Lévi, donc, dans ces camps, et le traumatisme, etc., etc. Ça ressemble à un récit, c'est pas de la fiction, c'est un récit. Peut-être qu'il a été un peu modifié pour le rendre un peu plus appétissant, si je puis dire. Encore là, c'est un terme qui ne convient pas, mais j'en ai pas trouvé d'autres. Et donc, il faut, dans cette écriture, cette oraliture, il y a toujours, nous avons à instaurer les règles, à instaurer, comment dire, à faire venir cette façon de s'exprimer au monde, à lui permettre de prendre sa place et d'avoir les mêmes, d'une certaine façon, pas les mêmes droits, mais d'avoir un peu les mêmes égards que la forme manuscrite, la forme écrite, parce que il n'y a pas que la forme écrite, il n'y a pas que le récit écrit, il y a aussi le récit dit, le récit autobiographique, les réflexions. Cette façon de développer un propos est aussi valable qu'une autre. Et il est évident que là, elle a pour intérêt, d'ailleurs encore plus par rapport à la forme écrite, c'est qu'elle est d'un seul jet et qu'elle n'est pas reprise, qu'elle n'est pas raturée, qu'elle n'est pas corrigée. Donc, quoi qu'il existe des récits écrits qui ont été écrits d'un seul jet, mais là, on ne corrige pas. Donc, il y a comme une sorte de prise de risque totale, et prise. Bon, c'est relatif. Mais en tout cas, il y a une plongée un peu dans l'inconnu. On ne sait pas ce on va sortir. Il n'y a pas de plan qui est préparé. Mais ça ne reste pas moins quelque chose qui n'était pas prévu, qui n'est pas imposé, qui est de l'ordre de la création, qui est de l'ordre de l'acte volontaire de quelqu'un qui, à un moment donné, ne choisit pas la conversation, ne choisit pas l'écrit, mais choisit cette forme de production pour parler de choses ou d'autres. Là, c'était agi de ce thème. Tout à l'heure, ou demain, ou hier, c'était autre chose. Et on peut continuer. Je pense que le début et la fin de toute chose, c'est l'acte oral. L'oralité est la base et en fait finalement est la fin de tout, puisque à un moment donné, quand nous avons quelque chose d'écrit, c'est juste une forme intermédiaire, parce que nous ne pouvons pas confier le récit,
la chose que nous faisons, nous ne pouvons pas la confier à tout le monde. Donc, pour des tas de raisons, donc nous la faisons nous la faisons sous forme écrite pour pouvoir la rendre disponible pour un maximum de gens. Et la forme, mais finalement ces gens vont la lire et dans le phénomène de lecture, il y a de l'oralité. Si une conversation par exemple, et encore je peux ajouter l'exemple, parce on lit à voix intérieure, on lit pas à voix basse, on lit à voix intérieure. On s'entend quelque part prononcer les mots. Donc il y a de l'oralité même dans l'écriture. Après, si quelqu'un prend le travail, commence à le lire, donc là ça devient encore plus de l'oralité. La, la, la fin, c'est de tout ça, oralité, écriture, oraliture ou écriture, tout ça, que finalement c'est pour un peu aller vers le cerveau pour enrichir la mémoire, l'imagination, pour un peu tout ça va habiter un corps. Et finalement, que ce soit par cet intermédiaire ou un autre, c'est cela la finalité de cette chose. Après, les, la chose, c'est vrai que il n'y a pas, comment dire, un peu le rôle ou la statue ou l'image de l'écrivain un peu retiré du monde et qui s'active, qui s'échine, qui se, s'épuise à la tâche pour essayer de produire quelque chose et en prenant tous les risques, etc., etc., parce il faut faire preuve d'une discipline, il faut se retirer du monde. Là aussi, pendant que je parle, je suis retiré du monde, je ne suis pas dans le monde, je suis avec moi-même et avec les mots qui sortent. Nous sommes dans la retraite un peu tous quand nous faisons un peu quand nous sortons de nous-mêmes, soit pour écrire, soit pour oraliser. Et là, il s'agit donc de cette oralisation. Et puis après, voilà, donc je vais pas, je m'arrête là. Et donc voilà un peu tout ça. Après, et oui, primo levi, salutations.